Papa, le dîner de demain est annulé. Ne viens pas. Je m'appelle Eduardo Hernandez, j'ai 73 ans, je suis veuve depuis 2 ans et je vais te raconter une histoire qui a changé ma vie à jamais. Mais d'abord, dis-moi de quelle ville tu m'écoutes, d'accord? Et partage cette histoire avec qui a besoin de l'entendre, car ce qui est arrivé ne devrait arriver à aucun grand-parent. C'est exactement ce que ma fille Carmen m'a dit au téléphone, sans détour, sans explication, sans excuse, comme si annuler le dîner d'anniversaire de son mari était une petite chose. Carmen est ma cadette, ma préférée. Elle est spéciale pour moi depuis qu'elle est petite. Sa mère, Esperanza, qu'elle repose en paix, me reprochait toujours de trop la défendre. Eduardo, tu vas la gâter, m'a-t-elle dit, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait quelque chose chez cette petite fille qui me faisait fondre. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. J'étais dans mon petit salon à regarder les informations comme tous les jours. Ma maison est simple, ni grande ni luxueuse, mais elle est à moi. Je l'ai payée avec 40 ans de travaux. Chaque peso que j'ai dépensé pour cette maison provenait de mes mains calleuses et de mon dos douloureux. Quand le téléphone a sonné, j'ai cru que Carmen appelait pour confirmer les détails pour demain. C'était le 50e anniversaire de Roberto, son mari, un homme qui, eh bien, c'est une autre histoire. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Bien, papa. J'appelle pour te dire que le dîner de demain est annulé. Ne viens pas. J'ai senti comme un frisson me traverser le corps. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était la façon dont elle l'avait dit. La froideur dans sa voix, comme si elle parlait à un inconnu. C'était annulé. Il s'est passé quelque chose. Carmen? Non, rien de grave. C'est juste que Roberto ne se sent pas bien. On ferait mieux de remettre ça à plus tard. Mais quelque chose dans sa voix ne m'a pas convaincu. Une certaine nervosité, une hâte de raccrocher, et je jure avoir entendu des voix en arrière-plan, comme s'il y avait du monde chez elle. Tu es sûre, ma fille? Si Roberto est malade, je peux. Non. Papa, sérieusement, il va bien, il a juste besoin de se reposer. Je t'appelle la semaine prochaine pour qu'on se remette ensemble. Il a raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone à la main, ressentant un étrange vide dans la poitrine. Pendant 48 ans de mariage, Esperanza m'a toujours dit que j'avais un 6e sens pour savoir quand quelque chose n'allait pas. « Tu as un flair de vieux chien, Eduardo », disait-elle en riant. Et ce jour-là, mon flair de vieux chien m'a dit que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai repensé à la conversation, aux voix que je croyais entendre en arrière-plan, à la précipitation de Carmen à raccrocher. Roberto n'était jamais tombé malade. C'était un de ces hommes qui se vantent de ne jamais aller chez le médecin. Vendredi matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé mon café comme toujours, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai pris une décision. J'étais peut-être folle, je me faisais peut-être des idées, mais il fallait que je sache la vérité. Je suis allé au marché acheter tout le nécessaire pour préparer du mole poblano, le plat préféré de Roberto. J'ai dépensé près de 500 pesos en ingrédients, une somme que je n'ai pas beaucoup de côté, mais que j'ai toujours dépensée avec bonheur pour ma famille. Puis je suis allé chez mon ami Ressus et j'ai commandé une jolie composition florale, 300 pesos de plus, soit un total de 800 pesos investis dans une fête soi-disant annulée. À quoi sert cette composition? Mon ami m'a demandé Ressus pendant que je préparais les fleurs. Pour Roberto, c'est son anniversaire. Ressus m'a regardé d'un air étrange. Je lui avais parlé de l'appel de Carmen là. Veille, pas de l'annulation du dîner. Oui, mais j'ai le pressentiment que quelque chose cloche. Mon ami me connaît depuis 30 ans. Sait-il quand je suis sérieux? Eduardo, sois prudent. Parfois, il vaut mieux ignorer certaines vérités, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai enfilé ma chemise blanche du dimanche, la dernière qui me donnait de l'espoir. J'ai enfilé mon pantalon et je suis allé chez Carmen. Au volant de mon vieux pick-up dans les rues de Guadalajara, je repensais à tous les anniversaires que nous avions fêtés ensemble. Les pinatas, les gâteaux, les rires. J'avais toujours participé à ces célébrations. J'avais toujours été le bienvenu. Qu'est-ce qui avait changé? Je suis arrivé dans son quartier à 19 heures précises, l'heure exacte convenue pour le dîner. Je me suis garé devant la maison et j'ai immédiatement su que j'avais vu juste. Il y avait des voitures partout, beaucoup de voitures, des voitures que je reconnaissais. Et c'est à ce moment-là que j'ai confirmé ce que mon cœur savait déjà. Ma fille m'avait menti. Je me tenais là, devant cette maison que j'avais contribué à financer, à voir toutes ces voitures garées, celles de mon fils Miguel, celles de mon ami Raoul, celles des voisins de Carmen et même celles de ma sœur Guadalupe. Tout le monde faisait la fête, sauf moi. Des fleurs dans une main et un grain de beauté dans l'autre, je me dirigeais lentement vers la porte d'entrée. À chaque pas,
J'avais l'impression de marcher sur du verre brisé. La musique devenait plus forte, les rires plus clairs. C'était la fête. Je m'arrêtai devant la porte en bois que j'avais vernie moi-même 3 ans plus tôt. Quand Carmen et Roberto ont emménagé dans cette maison, j'ai été le premier à arriver pour les aider. J'ai peint les murs, réparé la plomberie, installé les luminaires. Mes mains avaient contribué au bonheur qui régnait à l'intérieur, et maintenant j'étais exclu du dehors, comme une étrangère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé à la porte. Des pas se sont approchés de l'intérieur. La musique a baissé un peu. J'ai entendu la voix de Carmen demander « Qui est de l'autre côté ?» « C'est moi, ma fille, ton père. » Silence. Un silence qui dura une éternité. J'entendais des murmures à l'intérieur, des voix inquiètes, comme si mon arrivée était une catastrophe. Finalement, la porte s'ouvrit. Carmen apparut avec un sourire forcé. Elle portait sa robe bleue, la jolie, celle des grandes occasions. Elle était maquillée, avait des boucles d'oreilles, habillée pour une fête qui, soi-disant, n'existait pas. « Papa, que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait. Ses yeux ne me regardaient pas directement, comme quand j'étais petite et qu'il me mentait sur mes notes. Je suis venu féliciter Roberto. J'ai apporté un grain de beauté et des fleurs. Mais papa, je t'ai dit que c'était annulé. Roberto est malade. À cet instant, comme si le destin voulait se moquer de nous, un grand rire retentit à l'intérieur. Le rire si caractéristique de Roberto. Ce rire que j'avais entendu à tant de réunions de famille. Carmen devint rouge, toute rouge. « Carmen, vas-tu m'expliquer ce qui se passe ?» Ma voix était plus grave que je ne l'aurais voulu. Mais la colère commençait à me monter à la gorge, pas tant à cause du mensonge, mais à cause de l'humiliation, de me sentir comme un chien chassé de la maison. C'est juste que, papa, c'est compliqué. Compliqué? Qu'est-ce qui peut être compliqué pour l'anniversaire de mon gendre? De l'intérieur, j'entendis d'autres voix. Je reconnus la voix de Miguel, la voix de mon fils aîné, la voix de ma sœur Guadalupe, la voix de mes compères. Tout le monde était là à faire la fête sans moi. « Laisse-moi entrer. Carmen. »« Non. Papa, tu ferais mieux de venir demain. » Et Carmen Maria Hernandez. J'ai utilisé son nom complet comme quand j'étais petite et que j'avais fait quelque chose de mal. « Laisse-moi entrer maintenant. » Ma fille me regarda avec ses yeux que je connaissais depuis sa naissance. Ses yeux qui imploraient mon pardon avant même que je sache pourquoi. Elle soupira et s'écarta. Je suis entré dans la maison. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. C'était une fête endiablée. Des ballons dorés pendaient au plafond. Une longue table chargée de nourriture, un gâteau au chocolat avec 50 bougies, des cadeaux empilés dans un coin. Et tout le monde était là. Toute ma famille, tous mes amis proches. Un silence de mort s'est installé quand ils m'ont vu entrer. Roberto se tenait au milieu du salon, un verre de vin à la main, vêtu d'une chemise neuve. Il n'avait pas l'air malade du tout. En fait, il était plus beau que jamais. Miguel, mon fils aîné, a été le premier à réagir. Il s'est approché de moi, le visage empli de culpabilité. « Papa, moi, et toi, fiston, je ne savais pas que Carmen t'avait prévenu que c'était annulé. Je pensais que tu serais en retard, comme toujours. Mensonge. Je n'étais jamais en retard aux réunions de famille. Au contraire, j'étais toujours la première à arriver pour aider. » Ma sœur Guadalupe s'est approchée, nerveuse elle aussi. « Eduardo, comment vas-tu? On ne t'attendait pas? N'étais-je pas attendu à la fête d'anniversaire de mon gendre? » Roberto, le garçon qui fêtait son anniversaire, resta silencieux, sirotant son vin, observant la scène comme si c'était un film qui ne l'intéressait pas. J'ai disposé les fleurs et le mol sur la table principale. Tout le monde m'a regardé comme si j'avais posé une bombe. J'ai apporté du mol poblano, le préféré de Roberto, et des fleurs pour la décoration. Personne n'a rien dit. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la table où s'empilaient les cadeaux, j'ai vu plusieurs cartes de crédit. La mienne était là, celle que j'avais prêtée à Carmen le mois dernier pour une urgence qu'elle ne m'avait jamais expliquée correctement. « Carmen, n'est-ce pas ma carte ?» Ma fille suivit mon regard et devint encore plus nerveuse. « Oui, papa. » C'est parce qu'on allait tout payer pour Roberto, en guise de surprise, et avec ma carte sans me demander, le silence devint encore plus gênant. Roberto finit par parler. « Eduardo, ne t'inquiète pas, on va te rembourser tout. » Ils vont me rembourser. Rembourser quoi? Carmen regarda Roberto d'un air désespéré, comme pour lui demander de se taire. « Dîner, boisson, quelques cadeaux, » dit Roberto avec un sourire qui me donna envie de le repousser. Ils m'ont exclu de la fête d'anniversaire de mon gendre, mais ils ont inclus mon argent.
Les mots me sont sortis comme des balles, chaque mot chargé de toute la colère et de la déception que je ressentais. Miguel tenta d'intervenir. « Papa, c'est bien ce que tu penses? »« C'est bien ce que je pense. Alors qu'est-ce que c'est? Miguel, tu peux m'expliquer ce que c'est? » Je désignai la salle d'un geste, la fête, les invités, la carte de crédit sur la table. On pensait que tu t'ennuierais, que la musique serait trop forte pour toi. Je m'ennuierais à la fête d'anniversaire de mon genre avec ma famille. Ma sœur Guadalupe essaya de me calmer. « Eduardo, ne t'énerve pas. Assieds-toi. On mangera ensemble. » Et non, ma voix était plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas manger et je ne vais pas rester. Je me suis dirigé vers la table où se trouvait ma carte de crédit. Je l'ai sortie et mise dans mon portefeuille. « Combien as-tu dépensé? » Roberto et Carmen se sont regardés. « Papa, ça n'a pas d'importance. »« Ça compte, Carmen. »« Combien? » ?»« Environ 8000 pesos, murmura ma fille. 8000 pesos. Presque 2 mois de ma retraite, 2 mois d'argent pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. « D'accord, » ai-je dit avec un calme que je ne reconnaissais même pas. « D'accord ?» Je me suis dirigé vers la porte. Tout le monde me regardait, ne sachant que faire ni quoi dire. Avant de partir, je me suis retourné et je les ai tous regardés. Ma fille, mon fils, ma sœur, mes amis, Roberto. Amuse-toi bien à ta fête, profite de mon argent et profite de la fête sans moi. J'ai quitté cette maison et fermé la porte derrière moi, mais je ne suis pas parti. Debout dans le jardin, sous le clair de lune, je regardais cette maison où l'on entendait la musique et les rires, où ma famille continuait de faire la fête comme si de rien n'était. Et c'est là, dans ce jardin, que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Debout dans le jardin, je regardais cette maison où ma famille continuait de faire la fête sans moi. La musique était plus forte maintenant, comme si mon départ les avait soulagés d'un poids, comme s'ils pouvaient enfin profiter pleinement de la paix. La colère bouillonnait dans mes veines, mais ce n'était pas une colère aveugle, était une colère calculée. La même qui m'avait permis de survivre 40 ans dans le bâtiment, où, sans réfléchir vite, une poutre pouvait vous tomber sur la tête. J'ai sorti mon portable et j'ai composé le numéro de la banque. Même s'il était 20 heures, je savais que le guichet automatique était ouvert 24h24. Pour signaler un vol de carte ou une utilisation non autorisée, il suffisait de composer le 3. Appuyez sur 3. Votre carte a été temporairement bloquée. Pour la réactiver, vous devrez vous rendre à votre agence avec une pièce d'identité officielle. Parfait. 8000 pesos d'achat qui allaient être refusés. Tous les frais facturés par Roberto et Carmen allaient être rejetés le lendemain. La bière, la nourriture, les cadeaux qu'ils avaient achetés. Tout. Mais ce n'était que le début. Je me suis dirigé vers mon camion. Mais avant de monter, j'ai composé un autre numéro. Celui de mon ami Ressus, celui du fleuriste. Eh bien, Ressus, c'est Eduardo. Tu te souviens de la composition que je t'ai demandé de faire pour Roberto? Oui, mon ami. Que s'est-il passé? Tu n'as pas aimé le résultat? Non. Jésus, les fleurs sont magnifiques, mais j'ai une faveur à te demander. As-tu un moyen d'annuler le paiement que j'ai fait aujourd'hui? Annuler. Il y a eu un problème? Je t'expliquerai plus tard. Peux-tu l'annuler? Oui. Puisque tu as payé par carte et que c'était aujourd'hui, je peux l'annuler. Mais, mon pote, ça va? Je vais bien. Jésus, fais-le. Et demain, je t'expliquerai tout. J'ai raccroché et appelé le boucher où j'avais lâché la viande pour le mol, puis celui qui m'avait vendu les piments. Un par un, j'ai annulé tous les paiements effectués ce jour-là, tout ce que j'avais dépensé pour cette fête qui m'avait été refusée. Pendant que je passais les appels, j'ai vu des ombres passer par la fenêtre de la maison, des gens danser, ma famille profiter de mon absence. Une fois les annulations terminées, je suis monté dans mon camion et j'ai roulé lentement jusqu'à chez moi. Mais ma tête n'était pas au ralenti. Elle tournait à plein régime, planifiant chaque détail de ce qui allait arriver. Je suis arrivé à 21h, une maison calme et vide, mais au moins honnête, pas comme la fête pleine de mensonges à laquelle je venais d'assister. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui qu'Espanza m'avait offert pour mes 60 ans, et j'ai sorti mon annuaire. Ce vieux carnet, rempli de numéros et d'adresses que j'avais accumulés en 73 ans de vie. J'ai cherché le numéro de Don Fernando, mon avocat, celui-là même qui m'a aidé à la mort d'Espanza pour toutes les démarches d'héritage. Il était 21h30, mais Don Fernando était de ces hommes qui répondent toujours au téléphone, surtout quand il s'agit de vieux amis. Eduardo, comment vas-tu? Il est tard pour que tu m'appelles. Fernando, j'ai une question à te poser.
Te souviens-tu de mon testament? Bien sûr. Nous l'avons rédigé il y a 2 ans, après la mort d'Esperanza. Pourquoi? Serait-ce difficile de le modifier? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Eduardo, est-il arrivé quelque chose à tes enfants? Il s'est passé quelque chose. Fernando, quelque chose m'a ouvert les yeux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Veux-tu venir à mon bureau demain pour en parler? Oui, mais je veux que tu saches tout de suite que je vais faire de grands changements. D'accord, Eduardo. Je te vois à 10 heures. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de ma maison, pensant à tout ce que j'avais construit au cours de ma vie, la maison où je vivais, mes économies peso par peso, le camion, les quelques lopins de terre que j'avais pu acheter au fil des ans. J'avais mis tout ça de côté pour mes enfants, pour Carmen et Miguel, afin qu'après mon départ, ils aient de quoi commencer ou continuer leur vie. Mais ce soir-là, en voyant comment ils m'avaient traité, j'ai compris quelque chose qu'Esperanza m'avait répété à maintes reprises et que je ne voulais jamais entendre. Eduardo, tu leur donnes tout si facilement qu'ils n'accordent plus de valeur à rien. Mon Esperanza a toujours été plus doué que moi pour décrypter les gens, même nos propres enfants. Le lendemain, samedi, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours. J'ai préparé mon café, lu le journal et, à 9 heures, j'étais prêt à partir pour le bureau de Don Fernando. Mais avant, j'ai décidé de faire une halte. Je suis allé chez Carmen. Je voulais voir ce qu'il restait de la fête de la veille. Je voulais voir les conséquences de mes annulations. À mon arrivée, la scène était exactement celle que j'avais imaginée. Roberto était sur la pelouse, au téléphone, l'air désespéré. Carmen pleurait à côté de lui. Je me suis garé devant la maison, j'ai baissé la vitre de mon pick-up et je suis resté là à regarder. Roberto a raccroché et a crié quelque chose à Carmen. Je n'ai pas entendu quoi, mais à en juger par son langage corporel, c'était horrible. Carmen a pleuré plus fort. C'est là que Carmen m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise de mon pick-up. Son visage a complètement changé, passant de la tristesse à la surprise, de la surprise à la peur. Elle a dit quelque chose à Roberto et m'a pointé du doigt. Roberto s'est retourné et m'a vu. Son visage est devenu rouge de colère. Il s'est dirigé vers mon pick-up d'un pas ferme, comme s'il voulait me frapper. J'ai baissé la vitre complètement et je l'ai attendu avec le calme d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. « Eduardo, qu'as-tu fait » cria-t-il avant d'atteindre ma fenêtre. « Bonjour, Roberto. Comment t'es-tu réveillé? La maladie d'hier soir est terminée? Ne fais pas l'idiot. Pourquoi as-tu annulé les paiements? Tu nous as ridiculisés avec tous les fournisseurs. J'ai annulé les paiements. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Roberto. » Mon air innocent l'exaspéra encore plus. La viande que tu as achetée, les fleurs, tout. Ils nous disent que les paiements ont été refusés. Oh, je les ai annulés. Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'hier, j'ai réalisé qu'il y avait une erreur. Laquelle? L'erreur, c'était de penser que tu voulais que je fasse partie de ta famille. Roberto resta silencieux. Carmen s'approcha aussi, les yeux gonflés par les pleurs. « Papa, on peut arranger ça ?» demanda ma fille d'une voix brisée. « Arranger quoi, Carmen? » « Arranger qu'ils m'ont menti. Régler le problème. Ils ont utilisé mon argent pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Régler le problème. Ils m'ont traité comme une nuisance. Papa, c'était pas comme ça? Oui, c'était comme ça. Ma belle, exactement comme ça. J'ai remonté la vitre de mon pick-up et démarré. Mais ne vous inquiétez pas, je leur ai crié dessus depuis l'intérieur. Ce n'est que le début. Je suis allé au bureau de Don Fernando avec le sourire. La première partie de mon plan avait parfaitement fonctionné, mais la suite allait être bien meilleure. Je suis arrivé au bureau de Don Fernando à 10 heures précises. Il m'attendait avec un café fraîchement moulu et ce regard sérieux qu'il arborait quand il savait qu'il allait être question d'un sujet important. Fernando et moi nous connaissions depuis 20 ans. C'est lui qui m'a aidé pour l'achat de ma maison, quand Esperanza est tombée malade et quand elle est morte. C'est de ces hommes qui comprennent que la vie n'est pas toujours juste, mais que la loi peut aider à équilibrer les choses. Eduardo, tu as l'air différent, plus déterminé, m'a-t-il dit alors que nous étions assis dans son bureau. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté, depuis l'appel de Carmen jusqu'à la scène de ce matin devant chez lui. Fernando écoutait sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes dans son habituel carnet jaune. Eduardo, je comprends ta colère. N'importe quel père se sentirait trahi. Mais modifier un testament est une décision très grave. Es-tu sûr de vouloir le faire? Sa question était pertinente, mais j'y avais déjà réfléchi toute la nuit. Fernando, pendant 50 ans, j'ai œuvré pour offrir le meilleur à mes enfants. J'ai payé leurs études,
Je les ai aidés pour leur maison, je leur ai prêté de l'argent quand ils en avaient besoin. Mais hier, j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas comme leur père, mais comme leur banque. Fernando a écrit autre chose dans son carnet. Quel changement précis souhaites-tu apporter? Je veux rayer complètement Carmen du testament. Tout ce qui lui revenait ira à une association caritative, à une maison de retraite où les personnes âgées sont vraiment appréciées. Et Miguel, tout dépendra de son comportement dans les prochains jours. S'il défend les actes de sa sœur, il n'aura plus rien non plus. La plume de Fernando s'est arrêtée. Eduardo, c'est drastique. La vie est drastique. Fernando, je l'ai appris hier soir. Nous avons passé 2 heures à rédiger les changements. Fernando m'a expliqué chaque détail juridique, chaque implication, chaque conséquence. Finalement, j'ai signé les documents avec le même calme que j'avais signé mon premier chèque de paie il y a 50 ans. Les documents seront prêts la semaine prochaine, m'a dit Fernando en rongeant les papiers. Eduardo, vas-tu parler de ces changements à tes enfants? Pas encore. Je veux d'abord voir s'ils sont capables de s'excuser sincèrement ou s'ils vont continuer à me traiter comme une idiote. J'ai quitté le bureau de Fernando plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. C'était étrange. Je venais de déshériter ma plus jeune fille et je me sentais en paix. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je prenais des décisions en fonction de la façon dont j'étais traité et non de la façon dont je m'attendais à l'être. J'ai pris la voiture pour le centre-ville et me suis garé devant le café où Esperanza et moi prenions le petit déjeuner le dimanche. J'y suis entré. J'ai commandé un café et des huevos ranchero, et je me suis assis à notre table habituelle. La serveuse, Doña Rosa, me connaissait depuis des années. Don Eduardo, comment allez-vous? Ça fait un moment que je ne suis pas venu seul ici. Je vais bien. Doña Rosa, mieux que je ne l'étais depuis longtemps. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Miguel, mon fils aîné. Papa, on peut parler? Carmen m'a raconté ce qui s'était passé hier. Bien sûr, mon fils. Où veux-tu qu'on se retrouve? Je peux venir chez toi cet après-midi vers 16 heures. Je t'attends. J'ai raccroché en me demandant quelle version de l'histoire Carmen avait racontée à son frère. Probablement celle où elle était la victime et moi, le vieux fou qui avait gâché une fête à cause de malentendus. Je suis rentré à midi et j'ai commencé à faire le ménage. Non pas parce que c'était sale, mais parce que j'avais besoin de m'occuper les mains pendant que mon esprit digère tout ce que j'avais fait ces dernières 24 heures. À 16 heures précises, Miguel a frappé à la porte. Il est arrivé seul, ce qui était bon signe. Il est arrivé avec un visage sérieux, mais pas agressif. Nous nous sommes assis dans le salon, dans les mêmes fauteuils où il faisait ses devoirs enfants. « Papa, Carmen est très malade. Elle n'arrête pas de pleurer depuis hier soir. Et que veux-tu que je fasse à ce sujet? Miguel, que tu lui pardonnes. Que vous régliez ça en famille. En famille. Étais-tu à cette fête, Miguel? » Mon fils a baissé les yeux. Oui. Tu savais que Carmen avait dit qu'elle était annulée? Non. Enfin si. Mais je pensais. Tu pensais que je pensais que c'était mieux ainsi. Que ces derniers, tant tu étais devenu très collant avec nous. Ces mots m'ont fait plus mal que tout ce qui s'était passé la veille. Collant. C'est ainsi que mon fils aîné aperçut mon désir d'être proche de ma famille. Collant. Oui, papa. Depuis la mort de maman, tu veux toujours être de toutes les fêtes. Tu appelles toujours, tu demandes toujours ce qu'on fait. Miguel, as-tu des enfants? Tu sais que j'en ai. Aimerais-tu, quand tu seras grand, que tes enfants te prennent pour un collant parce que tu veux être avec eux? Miguel resta silencieux un long moment. Papa, c'est ça? Oui, c'est ça, mon fils. Exactement ça. Tu vois mon amour comme une nuisance. Ne dis pas ça. Alors comment l'expliquer? Comment expliquer que toute ma famille était à cette fête sauf moi? Comment expliquer qu'ils aient dépensé mon argent pour une fête à laquelle je n'étais pas invité? Miguel essaya de se défendre. L'argent était une idée de Roberto. Carmen ne voulait pas utiliser ta carte, mais il a dit que tu ne le remarquerais pas. Je n'allais pas le remarquer. Je suis tellement bête que je ne vérifie pas mes relevés. Ce n'est pas ça. Papa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Miguel? Explique-moi. Parce que je ne comprends plus comment fonctionne cette famille. Mon fils s'est levé du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. C'était sa façon de penser quand il était nerveux, comme à l'adolescence. Papa, Roberto. Roberto a dit qu'il valait mieux faire la fête sans toi parce que tu critiques toujours tout. Tu trouves toujours quelque chose à redire à ce qu'il fait. Et tu es d'accord avec ça? Non, mais je ne voulais pas en faire un problème non plus. Miguel, tu connais la différence entre toi et moi? Quoi? Que j'ai toujours défendu ma famille, même quand elle avait tort, mais que tu ne me défends pas même quand j'ai raison.
Ces mots flottaient dans l'air, comme de la fumée. Miguel s'est rassis, mais cette fois, il avait l'air plus petit, plus jeune, comme l'enfant qui trouvait du réconfort dans mes bras quand je faisais des cauchemars. « Papa, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me répondes à une question en toute honnêteté. »« D'accord. Tu penses que ce qu'ils ont fait était bien? » Miguel a mis du temps à répondre. Je pouvais lire la lutte intérieure dans ses yeux. La loyauté envers sa sœur contre ce qu'il savait être juste. « Non, papa, ce n'était pas juste. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce sujet? Que veux-tu que je fasse? »« Rien, Miguel. Je ne veux rien que tu fasses. Je voulais juste savoir si j'avais encore au moins un fils capable de reconnaître quand quelque chose n'allait pas. » Mon fils s'est levé pour partir. Sur le pas de la porte, il s'est tourné vers moi. « Papa, vas-tu pardonner à Carmen? » Je le lui ai demandé. C'est une question à laquelle seul le temps répondra. Quand Miguel est parti, je me suis assis dans mon salon à regarder les photos de famille accrochées au mur. Des photos d'anniversaire, de Noël, de remise de diplômes, des moments heureux qui ressemblaient maintenant à des souvenirs d'une autre vie. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, j'ai composé un dernier numéro, La maison de retraite de San Francisco, où j'avais décidé de faire don de l'héritage de Carmen. Bonne nuit, ici Don Eduardo Hernandez. J'aimerais prendre rendez-vous pour discuter d'une donation. La deuxième phase de mon plan était en cours. Lundi matin, je me suis réveillé avec une étrange sensation. Pour la première fois depuis la mort d'Esperanza il y a 2 ans, je me suis réveillé sans cette lourdeur qui m'accompagnait chaque matin. C'était comme si je m'étais libéré d'un poids que j'ignorais porter. J'ai préparé mon café, lu le journal et, à 9 heures, j'étais déjà en route pour la maison de retraite de San Francisco. La directrice, une quinquagénaire nommée Patricia Lick, m'a accueilli dans son bureau. C'était simple mais propre, avec des photos des résidents au mur et une atmosphère apaisante. Don Eduardo, enchanté de vous rencontrer. Au téléphone, vous m'avez dit vouloir faire un don. C'est exact, monsieur. Mais d'abord, j'aimerais voir les lieux et voir comment les grands-parents qui y vivent sont traités. Patricia a souri d'une manière qui m'a fait sentir que j'étais au bon endroit. Bien sûr, ce sera un plaisir de vous faire visiter nos installations. Nous avons visité toute la maison de retraite. Les chambres étaient petites mais convenables. La cuisine sentait bon la cuisine maison. Dans la cour, plusieurs personnes âgées jouaient au domino à l'ombre d'un arbre. D'autres lisaient ou discutaient simplement. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui m'a apaisé. Le personnel traitait les résidents avec respect, une affection sincère. Combien de grands-parents vivent ici? Ai-je demandé à Patricia en regardant un groupe faire des exercices doux dans le jardin. Nous avons une capacité de 60 personnes, mais pour l'instant, nous ne pouvons en accueillir que 40 pour des raisons financières. Beaucoup de familles ne peuvent pas payer la totalité des frais, et nous n'avons pas le courage de les mettre dehors. Et comment subviennent-elles à leurs besoins? Avec beaucoup de difficultés. Don Eduardo, avec des dons, des tombolas, des événements, nous faisons ce que nous pouvons. C'est à ce moment-là que c'est à ce moment précis que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ces personnes âgées, oubliées par leur famille ou abandonnées par les circonstances, étaient traitées avec plus de dignité que je ne l'aurais fait chez moi. Patricia, je souhaite faire un don important, très important, mais je tiens à ce que cela reste secret un moment. De combien parlons-nous? Don Eduardo. Environ 2 millions de pesos. Le visage de Patricia changea complètement. Elle resta silencieuse un long moment, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Don Eduardo. Cette somme transformerait complètement cet endroit. Nous pourrions accueillir plus de grands-parents, améliorer les installations, embaucher plus de personnel. Exactement ce que je souhaite. Mais comme je l'ai dit, cela doit rester secret jusqu'à ce que je vous le dise. Nous sommes allés nous promener dans le jardin pendant que Patricia expliquait tous les projets qu'elle pourrait réaliser avec ce don. Pendant que je parlais, mon téléphone a sonné. C'était Carmen. J'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. J'ai éteint. Patricia a remarqué mon geste. Problèmes familiaux. Don Eduardo. Quelque chose comme ça. Mademoiselle, c'est pour ça que je suis ici. Nous sommes retournés à son bureau et avons commencé à discuter des détails juridiques du don. Patricia a expliqué qu'il leur faudrait du temps pour préparer tous les documents, surtout pour un don de cette ampleur. Parfait. Cela me laisse le temps de régler quelques questions personnelles. Don Eduardo, puis-je vous demander ce qui vous a motivé à faire ce don? Ma famille m'a appris quelque chose de très précieux ces derniers temps. Elle m'a appris la différence entre aimer quelqu'un et l'apprécier. Quand j'ai quitté la maison de retraite, il était presque midi. J'ai allumé mon téléphone et j'avais 17 appels manqués. 5 de Carmen, 8 de Miguel, 2 de ma sœur Guadalupe et 2 de numéros que je ne connaissais pas.
J'avais aussi 11 messages WhatsApp. Je les ai lus un par un, assis dans mon camion. Carmen, papa, réponds-moi. Il faut qu'on parle. Miguel, papa. Carmen est désespérée. Elle dit qu'il s'est passé autre chose. Que as-tu fait, Guadalupe? Eduardo, tes enfants sont très inquiets. Appelle-moi, Carmen. Encore une fois, papa, je suis allé à la banque. Ils m'ont dit que tu avais fait opposition à ta carte. Roberto est furieux. Les fournisseurs nous mettent la pression pour que nous payions. Miguel, papa, Roberto est allé te chercher chez toi. Tu n'étais pas là. Où es-tu? Le dernier message était de Carmen, envoyé il y a à peine 1 heure. Papa, si tu ne me réponds pas, j'irai voir la police. Ce n'est plus normal. J'ai souri. Carmen avait toujours été dramatique, mais menacer la police était nouveau, même pour elle. J'ai noté le numéro de Miguel. Papa, où es-tu? On a essayé de te localiser toute la matinée. Je vais bien, Miguel. J'étais en train de régler les choses. Qu'est-ce qui compte? Carmen dit que tu n'as plus de carte de crédit, que tu as annulé tous tes comptes. Je n'ai pas annulé tous mes comptes, seulement la carte que tu utilisais sans ma permission. Papa, les fournisseurs pressent Carmen et Roberto de payer la fête. Ils me menacent. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ils pensaient que tu allais couvrir toutes les dépenses. Miguel, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je n'ai pas autorisé ces dépenses. Je n'étais pas à cette fête. Je n'ai rien à payer. Mais papa, c'est 8 000 pesos. Carmen et Roberto n'ont pas cet argent. Alors peut-être aurait-il dû y réfléchir avant de le dépenser. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Papa, te rends-tu compte que tu gâches la vie de ta propre fille? Non, Miguel, je ne gâche rien. J'ai juste arrêté de régler les problèmes qu'ils se posent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que pendant des années, je les ai épargnés des conséquences de leurs décisions. Des prêts qui ne m'ont jamais remboursés, des dépenses que j'ai prises sans me demander mon avis, des problèmes que j'ai résolus sans me remercier. Mais c'est fini. Papa, tu es très dur. Dur, Miguel? Tu sais ce qui est dur? Dur, c'est travailler pendant 40 ans pour donner le meilleur à tes enfants et te payer, en t'excluant de ta vie. Miguel soupira à l'autre bout du fil. Que veux-tu qu'on fasse? Rien. Je ne veux pas qu'ils fassent quoi que ce soit. Je veux juste assumer les conséquences de leurs actes en tant qu'adultes. Et si Carmen, je ne peux pas payer. S'il l'exige, vous apprendrez que les décisions ont des conséquences. J'ai suspendu le téléphone et rentré chez moi. Quand je suis arrivé, il y avait une voiture garée devant ma porte. C'était la voiture de Roberto. Il se tenait dans mon jardin, marchant d'un endroit à l'autre en tant qu'animal en cage. Quand il m'a vu arriver, il s'est approché de mon camion avec le visage de quelques amis. Eduardo, nous devons parler maintenant. Bonjour, Roberto. Comment allez-vous toujours de votre maladie? Arrête de te rendre drôle. Allez-vous nous aider avec ceci ou non? Les construire avec quoi? Avec les 8 000 pesos que nous devons pour la fête. Les 8 000 pesos qui ont passé lors d'une fête que je n'ai pas été invité. Regardez, Eduardo, je sais que vous êtes en colère, mais cela devient déjà incontrôlable. Les fournisseurs menacent de nous emmener en justice. Je suis sorti de mon camion et j'ai marché vers la porte de ma maison. Roberto m'a suivi. Eduardo, Carmen est brisée. Il n'a pas mangé en 2 jours. Il est malade des nerfs. Et comment va ta fille? Oui, elle est ma fille. La fille qui m'a menti, a exclu et a utilisé mon argent sans autorisation, mais qui est toujours son père. Je me suis arrêté à la porte de ma maison et je me suis tourné vers Roberto. Vous avez raison. Je suis toujours son père, mais elle a cessé d'être ma fille vendredi soir. Vous ne pouvez pas vraiment parler. Je n'ai jamais parlé plus sérieusement de ma vie. Roberto a changé de tactique. Sa voix est devenue suppliante. Eduardo, aidez-nous cette fois. Je vous promets que nous allons vous payer au dernier poids. Quel argent, Roberto? Avec le salaire que vous avez ou avec plus de mes cartes de crédit. Nous allons vous payer, je le jure. Savez-vous quoi, Roberto? Je vais vous faire une proposition. Les yeux de Roberto s'allument. Dites-moi, voyez-moi la maison où ils vivent. Quoi? La maison que j'ai aidé à payer. Voyez-moi votre part. Avec cet argent, vous me payez ce qu'ils me doivent. Et le problème est terminé. Eduardo, cette maison est notre visage ou notre maison. C'était sa maison quand je faisais partie de la famille. Maintenant, c'est juste une maison. Roberto est resté silencieux en traitant ma proposition. Eduardo, tu ne peux pas être sérieux. Très sérieusement. Pensez Y, Roberto. C'est ma seule offre. Je suis entré dans ma maison et j'ai fermé la porte, laissant Roberto debout dans mon jardin. De la fenêtre,
Je l'ai vu prendre son téléphone et passer un appel. Sûrement Carmen, sûrement pour raconter ma proposition. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré et j'ai souri. La troisième phase de mon plan venait de commencer. Même 2 heures ne se sont écoulées lorsque j'ai entendu les cris de la rue. Carmen était arrivée chez moi en tant que tromba, criant mon nom du trottoir. « Papa, papa, sors de là. Nous devons parler. » Sa voix semblait désespérée, brisée, comme s'il pleurait depuis des heures. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu s'arrêter devant ma porte avec des cheveux ébouriffés et des vêtements ridés. Roberto était derrière elle en essayant de la calmer, mais elle l'a détourné avec ses mains. « Papa, je sais que tu es là-bas. Votre camion est à l'entrée. » Il a continué à crier et à frapper la porte avec ses poings. Les voisins ont commencé à regarder autour de leurs fenêtres. Doña Mercedes, mon voisin d'axe en grave côté, est allé dans son jardin pour voir ce qui se passait. C'était une scène que je n'ai jamais pensé voir. Ma plus jeune fille, faisant un scandale devant ma maison comme si c'était fou, j'ai décidé d'ouvrir la porte avant d'attirer plus d'attention. Carmen m'a lancé dès que j'ai ouvert, pleurant et parlant en même temps. « Papa, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous forcer à vendre la maison. Où allons-nous vivre? Que nous arrivera-t-il? » Son désespoir était réel, mais je ne ressentais plus le besoin automatique de la réconforter comme auparavant. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. « Carmen, calmez-vous. Entrez. Nous allons parler en tant que personnes civilisées. » Roberto m'a suivi en phase de perte. Ils étaient assis dans ma chambre sur le même canapé où nous avions passé tant de Noël et d'anniversaire, mais maintenant c'était comme s'ils étaient des étrangers dans ma maison. « Papa, Roberto m'a dit ta proposition. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je parle complètement. Carmen, mais cette maison est notre maison. Là, nous avions prévu d'avoir des enfants, de faire une famille qui ne m'inclut pas. » Les mots sont laissés plus froids que ce à quoi je m'attendais, mais c'était exactement ce que je ressentais. Carmen était silencieuse, nettoyant ses larmes avec la manche de son chemisier. « Papa, la fête était une erreur. Loi, je reconnais, mais il ne peut pas être si sérieux que vous voulez enlever la maison. Je ne veux pas emporter la maison. Carmen, je vous donne une solution au problème que vous avez créé. » Roberto a finalement parlé. « Eduardo, la maison vaut bien plus de 8 000 pesos. Si vous nous obligeons à le vendre, nous perdrons beaucoup d'argent. » Ensuite, ils auraient pu y penser avant de dépenser 8 000 pesos lors d'une fête sans avoir à les payer. Carmen s'est levée du canapé et a commencé à marcher dans ma chambre comme un animal en cage. « Papa, ce n'est pas toi. Vous nous avez toujours aidés lorsque nous avons des problèmes. Vous avez toujours été là pour nous. Tu es à droite, Carmen. J'ai toujours été là pour toi. Mais tu n'étais pas là pour moi quand j'avais besoin d'être avec ma famille. C'était juste une fête, papa. Juste une fête stupide. Non, Carmen, ce n'était pas seulement une fête. C'était un mensonge, c'était une trahison. Cela me disait que je suis un obstacle dans votre vie. » Ma voix se levait, mais je m'en fichais. Il était temps qu'ils écoutaient les vérités que j'avais gardées trop longtemps. Roberto a essayé d'intervenir. « Eduardo, nous comprenons que vous êtes bouleversé. »« Ennuyeux, Roberto. Je ne suis pas bouleversé. Être ennuyeux, c'est quand votre équipe de football perd. C'est une trahison familiale. Exagérez-vous? J'exagère. Pensez-vous que j'exagère? Je me suis levé de mon fauteuil et je suis allé à la cuisine. D'après le tiroir, j'ai retiré tous les reçus et les bons que j'avais économisés au cours des 2 dernières années, des factures de réparation qu'il avait payées à son domicile, des reçus de prêts qu'il les avait faits, preuve de dépenses qu'il avait couvertes sans me demander. Je suis retourné dans la pièce avec le tas de papiers et les ai mis sur la table centrale. Ils voient ça? Il y a 22 000 pesos que je leur ai donnés au cours des 2 dernières années. 22 000 pesos qui ne m'ont jamais payé. Carmen et Roberto ont regardé les papiers sans savoir quoi dire. La réparation du toit de votre maison, 4 000 pesos. Le prêt pour la voiture Carmen, 8 000 pesos. Les nouveaux pneus pour la voiture de Roberto, 3 000 pesos. Le prêt pour votre lune de miel. J'ai continué à lire chaque réception. Chaque bon, chaque poids qui s'était passé sur le sang me demandait quoi que ce soit en retour. Carmen est devenue plus pâle à chaque figure qu'elle a mentionnée. 25 factures différentes, Carmen. 25 fois que vous aviez besoin de mon aide et je lui ai donné sans poser de questions. 25 fois que j'ai démontré que pour moi, la famille est la première. Papa, nous ne savions pas que tu as pris tout ça. Je ne compte pas, Carmen. Je ne garde que des bons. Mais ce que je compte, c'est combien de fois vous m'avez aidé quand j'avais besoin de quelque chose. Je me suis assis à nouveau dans mon fauteuil et les ai regardés directement dans mes yeux. Savez-vous combien de fois c'est?
Zéro. 0 fois. Roberto a essayé de se défendre. Eduardo, vous ne demandez jamais d'aide. Je ne demande pas d'aide. Quand Esperanza est mort, qui croit qu'elle a nettoyé cette maison pendant un mois parce que je ne pouvais même pas sortir du lit. Ma sœur Guadalupe, qui croit qu'il m'a accompagné au médecin quand j'ai pensé avoir des problèmes cardiaques. Mon compadre Jésus, qui me croit m'a apporté de la nourriture pendant 2 semaines quand j'ai eu la grippe. Madame Mercedes, mon voisin. Les larmes de Carmen ont recommencé à couler, mais cette fois, ils étaient différents. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, ils étaient des larmes de culpabilité. Vous étiez trop occupé avec votre vie pour réaliser que votre père avait également besoin d'une famille. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il pouvait être coupé avec un couteau. Roberto regarda le sol. Carmen a nettoyé ses larmes, mais ils ne l'ont pas fait arrêter vous. Papa, nous ne savions pas. Bien sûr, ils ne savaient pas, Carmen, parce qu'ils n'ont jamais demandé. Je me suis retiré et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. À l'extérieur, la vie était toujours normale. Les enfants ont joué dans la rue. Les voisins ont arrosé leurs plantes. Le monde tournait toujours comme si de rien ne se produisait. Savez-vous quelle est la différence entre vous et Madame Mercedes? Lequel? Demanda Carmen d'une voix brisée. Que Madame Mercedes me demande comment je suis et vous restez pour écouter la réponse. Vous me demandez comment je suis et vous pensez déjà à la prochaine chose qu'il doit faire. Roberto se leva du canapé. Eduardo, nous comprenons que nous avons fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, Roberto. Les erreurs sont des accidents. C'était une décision consciente de m'exclure de leur vie. Que voulez-vous que nous fassions? Je veux qu'ils assument les conséquences de leurs décisions en tant qu'adultes qu'ils sont. Et si nous ne pouvons pas vendre la maison, cherchez une autre façon d'obtenir 8000 pesos. Carmen s'est approchée de moi et m'a pris de ses mains. Ses mains tremblaient. Papa, s'il vous plaît, une dernière chance. Je vous promets que tout changera. J'ai regardé dans mes yeux. Ces yeux que je connaissais depuis sa naissance, ces yeux qui m'avaient fait fondre le cœur depuis 30 ans. Mais maintenant, j'ai vu quelque chose de différent en eux. Je n'ai pas vu de véritable regret. J'ai vu le désespoir pour sortir du problème. Carmen, croyez-vous vraiment que ce qu'ils ont fait vendredi était faux? Oui, papa était très mauvais. Et pourquoi était-ce mal? Parce que nous vous blessons. Non, Carmen. C'était mal parce qu'ils m'ont exclu. C'était mal parce qu'ils m'ont menti. C'était mal parce qu'ils ont utilisé mon argent sans autorisation. Mais surtout c'était mal parce qu'ils ont pris la décision consciente de célébrer sans moi. J'ai déjà compris? Papa, j'ai déjà tout compris. Non, Carmen, tu n'as rien compris. Je suis relâché de ses mains et j'ai marché jusqu'à la porte principale. Parce que si vous aviez compris, vous ne seriez pas ici pour demander de résoudre le problème que vous avez créé. Vous seriez ici en me disant comment vous le résoudrez. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu qu'ils partent. Ils ont 1 semaine pour obtenir le 8000 pesos. Sinon, je procède à la demande de récupérer la maison. Carmen est sortie en pleurant. Roberto m'a regardé avec un mélange de courage et de respect qu'il n'avait jamais vu auparavant. Eduardo, ça ne va pas rester comme ça. Vous avez raison, Roberto. Cela commence tout juste. J'ai fermé la porte et je suis resté de l'autre côté en écoutant comment sa voiture s'est éloignée. J'ai pris mon téléphone et marqué Don Fernando. Fernando, je suis Eduardo. J'ai besoin de vous pour préparer des documents supplémentaires. Quel genre de documents? Une demande civile pour récupérer mon investissement dans la maison de Carmen. Eduardo, êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été plus en sécurité de quelque chose dans ma vie. La 4e phase de mon plan venait de commencer. Les 3 jours suivants étaient les plus silencieux qu'il avait depuis des mois, sans les appels désespérés de Carmen demandant des prêts, sans visites imprévues de Roberto, en ayant besoin de lui pour réparer quelque chose à la maison, sans message de Miguel, se demandant s'il pouvait prendre soin des enfants. Pour la première fois depuis longtemps, mon téléphone est resté silencieux et ma maison en paix. Jeudi le matin, pendant que j'avais mon café dans le jardin et que je lis le journal, j'ai entendu quelqu'un jouer à la porte. Il était tôt, à seulement 8 heures du matin. Quand j'ai ouvert, j'ai rencontré ma sœur Guadalupe. Il est venu avec un visage sérieux et a apporté un sac du marché entre ses mains. « Bonjour, Eduardo. Puis-je passer? » « Bien sûr. Guadalupe, passe. » Ma sœur est entrée dans la cuisine et a commencé à sortir des légumes de son sac sans me demander la permission. Jus tomate, oignons, piment, coriandre. Que fais-tu, sœur? Je vais te manger. Cela montre que vous n'avez pas bien mangé. C'était vrai. Les derniers jours, je vivais dans du café et des tortillas avec des grains. Je n'avais pas envie de cuisiner pour une seule personne.
Pendant que Guadalupe avait haché des légumes, il parlait sans se tourner pour me voir. Carmen est allé me chercher hier. Et que voulait-il? Que parler avec vous, pour vous convaincre de lui donner une chance. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit de chercher un travail de temps et d'arrêter de déranger son père. J'étais surpris par la réponse de ma sœur. J'espérais qu'il défendrait Carmen, comme la famille l'a toujours fait quand il y avait des problèmes. Guadalupe, saviez-vous la fête? Ma sœur a cessé de couper des légumes et m'a regardé directement. Oui, Eduardo le savait. Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que je pensais que Carmen vous avait bien expliqué pourquoi il valait mieux que vous n'alliez pas. Et quelle était cette explication? Ce dernier, vous étiez devenu très mélancolique depuis la mort d'Esperanza et que Roberto ne voulait pas que sa fête devienne triste. J'avais l'impression qu'il m'avait giflé. Mélancolique. Cela dit Carmen, que vous n'étiez plus la même chose qu'auparavant, que vous parliez toujours de l'espoir et que cela l'a mis mal à l'aise à tous. Guadalupe, ma femme est décédée il y a 2 ans. Je n'ai pas le droit de lui manquer. Bien sûr, vous avez droit, Eduardo, mais nous avons également le droit de ne pas porter avec votre tristesse tout le temps. J'étais silencieux, traitant les paroles de ma sœur. Pendant 2 ans, j'avais pensé que ma famille comprenait ma douleur, qui respectait mon processus de deuil, mais il s'avère qu'ils l'ont vu comme un fardeau. Pensez-vous également que je suis une charge, Guadalupe? Ma sœur soupira et s'assit devant moi à la table de la cuisine. Eduardo, vous n'êtes pas un fardeau, mais vous êtes devenu différent. Différent? Comment? Avant l'Eduardo qui a tout résolu, qui avait toujours un sourire, qui a encouragé les réunions. Mais depuis la mort d'Esperanza, vous êtes l'Eduardo qui a besoin de nous pour le consoler, que nous l'incluons, que nous prenons soin de lui. Et c'est mal? Ce n'est pas mal, frère, mais c'est épuisant. Les paroles de Guadalupe me blessent plus que tout ce qui s'était passé avec Carmen et Roberto, car il venait de quelqu'un qui a fait confiance, quelqu'un qui était avec moi depuis 73 ans. Donc, tout le monde pense la même chose. Eduardo, personne ne veut vous blesser, mais nous ne voulons pas que chaque réunion de famille devienne une séance de thérapie. Je me suis levé de la table et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. À l'extérieur, Madame Mercedes a arrosé ses plants comme chaque matin. Elle ne m'avait jamais fait sentir comme un fardeau. Au contraire, je me suis toujours posé des questions sur l'espoir avec amour. Je me laisse toujours parler d'elle sans presser. Guadalupe, savez-vous quelle est la différence entre la famille et les étrangers? Lequel? Que les étrangers vous traitent mieux. Ma sœur s'est approchée et a mis sa main sur mon épaule. Eduardo, ne dis pas ça. C'est la vérité. Guadalupe, Doña Mercedes, qui me connaît à peine depuis 5 ans, m'a traité avec plus de respect et de patience que mes propres enfants. Parce que Madame Mercedes ne facture pas la responsabilité de se soucier de l'émotion chaque jour. Prenez soin de moi. Qui prend soin de moi? Parce que je ne vois personne prendre soin de moi. Eduardo, combien de fois avez-vous appelé Carmen en train de pleurer parce que vous manquez d'espoir? Combien de fois êtes-vous arrivé chez Miguel sans avertir pourquoi vous vous sentez seul? Les questions de ma sœur m'ont fait réfléchir. Il était vrai que depuis la mort d'Esperanza, j'avais cherché plus de compagnie de ma famille. Il était vrai que parfois j'appelais juste pour écouter des voix de famille. Ce est faux qu'un veuf cherche à réconforter dans sa famille. Ce n'est pas mal, Eduardo. Mais il n'est pas bon non plus que vous transformez vos enfants en vos thérapeutes. Je n'ai jamais demandé à être mes thérapeutes. J'ai juste demandé qu'ils étaient mes enfants et ils ont essayé d'être. Mais vous avez demandé plus qu'ils ne pouvaient donner. Guadalupe est retournée à la cuisine et a continué à préparer la nourriture. L'odeur de la tomate frite a commencé à remplir la maison, une odeur qui m'a rappelé l'espoir. Guadalupe, pensez-vous que je mérite ce qu'ils m'ont fait? Non. Eduardo, tu ne le mérites pas. Mais je ne pense pas qu'ils méritent leur maison pour une stupidité. Ce n'est pas seulement pour la fête. Guadalupe, c'est pour des années de se sentir comme un obstacle dans ma propre famille. Ensuite, parlez-leur, expliquez ce que vous ressentez, mais ne les détruisez pas. Les détruire. Je ne détruis personne, je vous enseigne simplement que les actions ont des conséquences. Ma sœur a servi 2 plats de nourriture et nous nous sommes assis pour manger en silence. La nourriture était délicieuse, mais je n'avais pas faim. Il traitait tout ce qu'il avait entendu. C'était vrai que j'avais fait un fardeau pour ma famille. Il était vrai que ma douleur pour l'espoir les dérange. Guadalupe, que feriez-vous à ma place? Je pardonnerai, Eduardo. Je pardonnerai et j'essaierai de réparer les choses. Et s'ils n'apprennent pas la leçon, alors au moins vous auriez fait la bonne chose. La bonne chose selon qui? La bonne chose selon Eduardo que j'ai rencontré pendant 70 ans. L'Eduardo qui a toujours mis la famille en premier. Après avoir mangé, Guadalupe est partie. Je suis resté seul dans ma maison en pensant à ces paroles.
J'étais vraiment devenu tellement différent. Il était vrai que ma douleur les a submergés. J'ai pris une photo de l'espoir de mon portefeuille, une photo que nous avons prise notre dernier anniversaire, 2 mois avant sa mort. Sur cette photo, j'ai souri, un véritable sourire non forcé. Quand avait-il été la dernière fois que j'ai souri comme ça? Ce vendredi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Carmen. « Papa, pouvons-nous parler ?» Sa voix était différente, plus calme, moins désespérée. Carmen parle. « Nous avons eu 4000 pesos. Roberto a vendu sa moto et j'ai commis ma bague de fiançailles. Et les 4000 autres, nous essayons de les obtenir. Mais papa, je veux m'excuser. Pourquoi spécifiquement? Pour tout. Pour le mensonge, pour utiliser votre argent, pour vous faire sentir que vous n'êtes pas important pour nous. Carmen, dites-vous cela parce que vous avez besoin d'argent ou que vous le ressentez vraiment? Il y a eu une longue pause avant de répondre. Les deux choses. Papa, si j'ai besoin de votre aide. Mais j'ai aussi réalisé que nous étions très égoïstes avec vous. Comment avez-vous réalisé? Parce que ces jours-ci, vous n'avez pas répondu au téléphone. J'ai commencé à penser à toutes les fois où vous nous avez aidés et toutes les fois où nous vous avons ignorés. Carmen, pensez-vous que je suis un fardeau pour la famille? Une charge? Pourquoi les questions? Dis-moi juste. Non. Papa, tu n'es pas un fardeau. Tu es notre père, mais depuis que ta mère est décédée, depuis la mort de maman, vous avez été triste. C'est normal, mais nous ne savions pas comment vous aider. Ces paroles semblaient sincères, mais j'avais déjà pris des décisions qui n'avaient pas l'intention de changer. Carmen, j'apprécie les excuses, mais cela ne change pas les conséquences. Que voulez-vous dire? Que même si vous me demandez pardon, même si vous obtenez les 8000 pesos, il y a déjà des choses qui ne peuvent pas être annulées. Quelles choses? Vous le saurez bientôt. J'ai accroché le téléphone et marqué Don Fernando. Fernando, les documents du testament sont-ils prêts? Oui, Eduardo. Voulez-vous qu'il leur donne maintenant? Pas encore, mais je veux que vous programmez une réunion de famille pour la semaine prochaine. Une réunion de famille? Oui. Je veux Carmen, Miguel et ma sœur Guadalupe. Il est temps pour eux de savoir ce que j'ai décidé de faire avec mon héritage. Eduardo cite. Êtes-vous sûr? Complètement sûr. La 5e phase de mon plan était sur le point de commencer. Mardi matin, j'ai reçu un appel que je ne m'attendais pas. C'était Miguel, mais sa voix semblait étrange, nerveuse. « Papa, j'ai besoin de te voir. » Mais seul, sans Carmen, sans Roberto, avec quelqu'un d'autre. Était quelque chose. « Fils? » ?»« Oui, papa. » Quelque chose de très sérieux se produit. Puis-je rentrer chez moi dans 1 heure? Je t'attends. J'ai raccroché en me demandant ce qui pourrait être si sérieux que Miguel semble s'y modifier. Ces derniers jours, je ne savais pas grand-chose sur lui, mais il essayait d'aider Carmen à obtenir les 4000 pesos qui leur manquaient. 1 heure plus tard, Miguel est arrivé chez moi avec une expression qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'il était adolescent et avait échoué en mathématiques. « Papa, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire sera très en colère. »« Miguel, je suis déjà en colère. Je ne pense pas que vous puissiez empirer. »« Oui, je peux. »« Papa, oui, je peux. » Il s'assit devant moi dans la pièce et respirait profondément, comme s'il se préparait à confesser quelque chose de terrible. « Hier soir, je suis allé chez Carmen pour prendre 1000 pesos que je pouvais obtenir. Je suis arrivé et il n'y avait personne, mais la porte était ouverte. Je suis entré en pensant qu'ils étaient partis un instant. Miguel s'arrêta et passa ses mains sur son visage. Je suis allé dans sa chambre pour laisser l'argent dans le bureau et j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Que as-tu trouvé? Roberto parlait au téléphone avec quelqu'un. Il ne m'a pas vu. J'étais dans la salle de bain avec la porte entr'ouverte et je pouvais entendre toute la conversation. Quelle conversation? Roberto disait à quelqu'un qui était déjà tombé dans son piège que tout s'était mieux passé que prévu. J'avais l'impression que quelque chose de froid traversait mon dos. Comment piégez-vous? Papa, la fête, exclusion. Tout était prévu par Roberto. Miguel se leva du canapé et commença à se promener dans la pièce comme il a fait quand il était très nerveux. Roberto a dit à la personne au téléphone qu'il avait convaincu Carmen qu'il valait mieux célébrer sans vous, qu'elle vous avait décrit comme une vieille déprimée qui ruinerait la fête avec ses tristes histoires. Carmen savait que c'était un mensonge. C'est le pire? Papa. Carmen ne savait rien. Roberto l'a manipulée. Il lui a dit qu'il serait préférable que vous ne soyez pas à une fête aussi joyeuse parce que cela vous ferait manquer maman. Les pièces de puzzle ont commencé à former une image que je n'aimais pas. Et pourquoi Roberto ferait-il ça? Pour de l'argent? Papa. Roberto savait que vous résolvez toujours les problèmes économiques de Carmen. Son plan était de faire un visage de visage, d'utiliser votre carte,
Puis lorsque vous étiez en colère de ne pas avoir été invité, Carmen vous suppliait le pardon et vous finiriez par tout payer comme d'habitude. Mais j'ai annulé la carte. Exact. C'est pourquoi Roberto était si furieux. Son plan a été ruiné parce que vous avez réagi différemment comme il s'y attendait. Miguel s'est de nouveau assis et m'a regardé directement. Papa, y a-t-il plus? Quoi d'autre? Roberto a dit à cette personne que si vous refusiez de payer, il avait un plan B. Quel plan B? Faites en sorte que Carmen vous accuse d'abus psychologiques envers elle, pour dire que depuis la mort de maman, vous l'avez abusée émotionnellement, exigeant qu'elle soit votre infirmière personnelle et votre psychologue. Le sang s'est mis sur ma tête. Carmen, êtes-vous d'accord avec ça? Je ne sais pas, papa. Mais Roberto disait à cette personne qui avait déjà parlé à un avocat et qui avait de bonnes chances de vous gagner un procès. Je me levai du fauteuil et me dirigeai vers la fenêtre. La vie extérieure était toujours normale, mais à l'intérieur de ma maison, une trahison était en cours de développement qui allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Miguel, êtes-vous sûr de ce que vous avez entendu? Complètement en sécurité. Papa, j'ai même enregistré une partie de la conversation avec mon téléphone. L'avez-vous enregistré? Oui. Je pensais que tu n'allais pas me croire. Miguel a sorti son téléphone et a reproduit un audio. C'était la voix de Roberto, claire et indubitable. Le vieil homme est plus têtu que nous ne le pensons, mais ne vous inquiétez pas, s'il ne paie pas volontairement, Carmen dira qu'elle fait chanter émotionnellement depuis la mort de sa mère. Nous avons des témoins qui peuvent déclarer que c'est devenu un fardeau pour toute la famille. L'audio a continué, mais j'en avais déjà assez entendu. Miguel, qui le sait de plus? Personne? Papa, seulement moi. Et maintenant toi, Carmen, savez-vous que vous avez entendu cela? Non? Je suis parti avant leur arrivée. J'ai été silencieux en traitant toutes ces informations. Roberto avait non seulement manipulé Carmen pour m'exclure, mais maintenant je prévoyais d'utiliser ma douleur pour la mort de l'espoir contre moi. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tout d'abord, j'ai besoin de savoir si Carmen est impliquée dans ce plan B ou si Roberto le manipule également. Comment allez-vous le découvrir? Très facile. Je vais le tester. J'ai pris mon téléphone et marqué le numéro de Carmen. Il a répondu à la deuxième cloche. Papa, comment vas-tu? Camonito vous parle aujourd'hui chez moi à 5 ans dans l'après-midi. Quelque chose s'est produit? Oui, quelque chose s'est produit et nous devons le clarifier. Roberto peut-il m'accompagner? Non, seulement toi. Papa, tu me fais peur. Carmen, tu viens ou non? Oui, papa, je serai là. J'ai pendu mon téléphone et je me suis tourné vers Miguel. Fils, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Quoi qu'il en soit, papa, je veux que vous vous cachiez dans la cuisine lorsque Carmen arrive, avec votre téléphone prêt à enregistrer. Je veux que vous écoutiez toute la conversation. Pourquoi? Savoir si ma fille est victime ou complice. Les heures jusqu'à 5 ans dans l'après-midi, ils se sont sentis éternels. Miguel et moi préparons tout pour la conversation. Il se cacherait dans la cuisine de l'endroit où il pouvait tout écouter, mais Carmen ne le verrait pas. J'avais préparé une série de questions qui m'aideraient à connaître la vérité. À 5 heures, Carmen a touché la porte. Il est venu seul comme il avait demandé. Il regarda nerveusement, mais non coupable. C'était un bon signe. « Bonjour, papa. De quoi vouliez-vous parler? Asseyez-vous, Carmen. » Il s'agit de Roberto. Le visage de ma fille a changé immédiatement. Et Roberto? Carmen, j'ai besoin que vous me répondiez avec toute l'honnêteté. Était-ce l'idée de Roberto de m'exclure de la fête? Ma fille était silencieuse pendant un long moment. Je pouvais voir le combat interne dans ses yeux. Papa, moi, Carmen, j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Oui, papa, c'était l'idée de Roberto. Et pourquoi avez-vous accepté? Parce qu'il m'a dit que ce serait mieux pour vous, que les parties vous ont rendu triste parce que vos mamans étranges. Carmen, pensez-vous que c'est vrai? Je ne sais pas, papa. Parfois, vous devenez triste dans les rassemblements de famille et c'est pourquoi ils ont décidé qu'il valait mieux célébrer sans moi. Roberto a dit que ce n'était que pour cette époque, que plus tard, nous pourrions faire une autre petite célébration, seulement pour vous. Les mensonges de Roberto étaient plus élaborés qu'il ne le pensait. Carmen, Roberto a suggéré de m'accuser de violence psychologique. Le visage de ma fille est devenu complètement pâle. Quoi? Ce que vous avez entendu. Roberto vous a dit de m'accuser de violence émotionnelle. Papa, pourquoi me demandez-vous ça? Seulement Carmen répond. Il a mentionné quelque chose comme ça hier soir, mais je lui ai dit qu'il était fou. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Que si vous ne nous aidiez pas avec l'argent, nous pourrions dire que vous avez chanté émotionnellement depuis la mort de maman. Carmen a commencé à pleurer, mais je lui ai dit non. Papa,
que tu n'as jamais fait ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il pensait bien que c'était notre seule issue. Je me suis levé du fauteuil et j'ai approché Carmen. Fille, j'ai besoin que vous répondiez à cela avec mon cœur. Pensez-vous que je vous ai maltraité psychologiquement? Non, papa, jamais. Il a été le meilleur père du monde. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu quand Roberto l'a suggéré? Pourquoi? Parce que j'ai peur? Papa, j'ai peur que Roberto se fâche avec moi si je ne le soutiens pas. À cette époque, j'ai compris que Carmen n'était pas mon ennemie. Elle a été une autre victime de Roberto. Carmen, voulez-vous sauver votre mariage ou voulez-vous sauver votre relation avec moi? Je veux sauver les deux. Papa, j'ai peur que ce ne soit plus possible. Miguel a quitté la cuisine avec le téléphone à la main. Carmen a été surpris de le voir. Miguel, qu'est-ce que tu fais ici? Enregistrons la conversation. Carmen, pour protéger papa des mensonges de votre mari. Carmen est restée sous le choc lorsqu'elle a vu Miguel. Avez-vous planifié cela? Non. Carmen, dis-je, nous ne découvrons que la vérité. Qu'est-ce que c'est? La vérité sur qui est vraiment Roberto et la vérité sur le genre de fille. La 6e phase de mon plan venait de révéler des informations qui changeraient tout pour toujours. Carmen s'est assise dans ma chambre en pleurant et en traitant tout ce que je venais de découvrir. Papayo, je ne savais rien de tout. Sa voix tremblait parmi le soja. Miguel s'assit à côté de lui et posa sa main sur son épaule. Carmen, papa et moi savons que Roberto vous a manipulé, mais maintenant vous devez décider de ce que vous allez faire. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous devez choisir. Ou vous êtes du côté de Roberto ou vous êtes du côté de la famille. Les mots de Miguel étaient directs, sans espace pour les demi-encres. Carmen m'a regardé avec des yeux désespérés. Papa, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cela dépend de vous, Carmen. Allez-vous continuer à protéger Roberto après avoir savoir quoi faire de moi? C'est mon mari, mon père, je suis ton père. Le père qui a travaillé 40 ans pour vous donner le meilleur. Le père qui a payé votre université, votre mariage, votre maison. Le père que Roberto veut accuser des abus psychologiques. Carmen se leva du canapé et commença à se promener dans la pièce comme un animal en cage. Pourquoi dois-je choisir? Pourquoi ne peuvent-ils pas réparer cela comme des hommes? Parce que Roberto n'est pas un homme, Carmen. C'est un manipulateur qui vous a utilisé pour blesser votre propre père. Miguel s'est également levé et s'est levé devant sa sœur. Carmen, écoute bien. Si vous avez défendu papa lorsque Roberto a suggéré des abus, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement dit à papa ce que Roberto planifiait? Carmen était silencieux sans réponse. Je vais vous dire pourquoi. J'ai continué. Parce qu'une partie de vous considérait que Roberto avait peut-être raison, que peut-être m'accuser serait le moyen facile de sortir de ses problèmes économiques. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ensuite, appelez Roberto maintenant et dites-lui que nous savons déjà tout. Dites-lui que ses plans sont terminés et que vous allez le divorcer. Carmen a pris son téléphone avec des mains tremblantes, mais n'a pas marqué. Je ne peux pas faire ça. Papa, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que je n'ai nulle part où aller. Parce que toute ma vie est avec lui. Votre vie est avec lui, mais votre famille est là. Miguel est intervenu à nouveau. Carmen, papa te está dando una oportunidad de hacerlo correcto. Ne le gaspillez pas. Ici me dit Volio. ¿Qué va a pasar conmigo? Te vas venir a vivir aquí a tu casa, la casa don Crociste, donde siempre sera bienvenida. Las palabras salieron de mi boca onde que pudiera pensarla. Pero eran verdadera. Un pesar de todo. Carmen, seguía siendo mi hija. Habla en serio. Papa, complémentation en serio. Pero con una condition. Lequel? Que rompa et terminer con Roberto. Que no tenga más contacto con él. Que te divolia y empieza una nueva vida. Carmen se sondó otra vez con la cabeza entre las manos. Papa, pas de temps facile. Claro que no es fácil. Carmen, hacerlo correct nunca es fácil, pero es necesario. El teléfono de Carmen sonó. Era Roberto. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí. Contestó. Contesta, pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar que te dais. Carmen contestó la llamada con voz temblorosa. Bueno, Carmen, ¿dónde está? Llegué a la casa y no está. Estoy en casa de mi papá. Que faites-vous là-bas? Pensez que íbamos a cenar juntos. Roberto, necesitamos hablar. ¿De qué? De lo que planeaste hacer con mi papá. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿De qué habla, Carmen? Del plan de acusarlo de maltrato psicológico. Carmen, pas de ce de qué habla. Roberto, por favor, ya no mienta más.
¿Quién está ahí contigo? Mi papá y Miguel. Carmen, sal de ahí ahora mismo. Esa gente está lavando el cerebro. Esa gente mi familia. Tu familia soy yo, Carmen. Yo soy tu esposo. Mi familia es la que me ama sin condicionner. Roberto. La que no me pide que traicione a mi propio padre. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suave, manipuladora. Carmen, mi amor, ven a casa. Podemos arreglar esto junto. Sin tu papá, sin Miguel, solo tú y yo, como siempre. No. Roberto, ¿cómo que no? Que no voy ayer a casa y que pas devamos en arreglar nada. Carmen, es si sal de esa casa sin mí, pas devant poder regozar. Está bien. Roberto, ya no quiero regozar. Carmen colgó el teléfono inmediatamente se echó a llorar. Miguel la abrazó y me acerqué a tocar la cabeza como cuando era niña. Carmen, acaba de hacer lo más valiente que ha hecho en tu vida. Ahora, ¿qué va a pasar, papá? Ahora va a venir a vivir aquí mientras hablamos el del divorcio y mañana vamos todo junto a la oficina de don Fernando. Pourquoi? Para firmar un documento muy important. Miguel me miró con curiosidad. ¿Qué documento, papá? Los documentos que van a arreglar todo de una vez por todas. Esa noche, por primera vez en 2 años, no me sentí solo en mi casa. Carmen durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado intacto desde que se casó. Miguel se quedó en el sofá de la sala. Estábamos juntos otra vez como familia, como debía ser. Pero sabía que Roberto no se iba a quedar tranquilo y estaba preparado para eso también. La última fase de mi plan estaba a punto de comenzar. A las 10 de la mañana del día siguiente, los tres llegamos a la oficina de don Fernando. Carmen iba nervosa, Miguel curioso y yo. Yo iba tranquilo. Fa momenti tranquilo. Don Fernando no esperaba con varios documentos sobre su escritorio, y esa sonrisa que pone cuando sabe que va a dar buena noticia. Buenos días, familia Hernández. Eduardo, ¿quieres explicar a tu hijo qué vamos a hacer hoy? Sí, Fernando. Me volteé hacia Carmen. Y Miguel. Hijo, durante esta semana tomé algunas decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que creo que iban a ser definitivas. Pero los eventos de ella me hicieron cambiar de opinión. Carmen me miró con ojo de susto. Papá, ¿qué decisión? Carmen, yo te había sacado completamente de mi testamento. Todo lo que iba para ti lo iba a donar al asilo San Francisco. Mi hija se puso pálida. ¿Pourquoi? Por pensar que ya no me quería como parte de tu vida. Pero ella me demostró que estaba equivocado. Papá Carmen, cuando elegiste quedar del lado de la familia en lugar del lado de Roberto, me demostraste que es la hija que yo crié, la hija que pone la familia primero. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Carmen. Miguel también se veía emocionado. Don Fernando intervino. Eduardo decidió hacer algún cambio de último momento. ¿Qué cambio? Preguntó Miguel. Miguel, tu conservas tu parte de la herencia completa. Nunca estuviste en duda. Siempre fuiste leal a la familia. Mi hijo sonrió y me abrazó. Carmen, tu recuperas tu parte de la herencia también, pero con alguna condición. ¿Cuál condición? Primera, que te divorcies de Roberto y nunca más tienes contacto con él. Segunda, que vienes a vivir conmigo hasta que pueda establecer por tu cuenta. Tercera, que usa parte de esa herencia para estudiar algo que te guste, para que nunca más dependa económicamente de ningún hombre. Carmen empezó a llorar más fuerte, pero era lágrima de alivio. Papá aceptó todas las condiciones. Y una cuarta condición. ¿Lequel? Que los domingos cocinamos juntos el platillo favorito de tu mamá para recordarla como se debe. ¿Aceptó? Papá. Y accept everything. Don Fernando no pasó los documentos para firmar. Mientras los revisábamos sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Bueno, Eduardo Hernández. Sí. ¿Quién habla? Habla el licenciado Martínez. Representó a Roberto Sánchez en un asunto legal. Los tres levantamos la vista. Inmediatamente, don Fernando activó la grabadora de su escritorio. ¿Qué asunto legal? Mi client quiere demandar a usted y a su hija Carmen por daño psicológico y chantaje emocional. ¿En serio? Muy en serio. También vamos a demandar por los 8,000 pesos que usted deben por la fiesta de cumpleaños. Licenciado Martínez, ¿verdad? Sí.
Le voit dar un consejo gratis. Diga à su client que retire immédiatement esa amenaza. Waiwu di doit, portango grabado à su client planeando falsa accusation contre ami y portango testigo de su manipulation psychologica hacia mi hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. También tango comprobando que el USO mi tarjeta de crédito sin autorización, el cual es un delito federal y tango evidenciado que planeo toda esta situación para estafar dinero. Senor Hernández no he terminado, licenciado. También resulta que yo ayudé a pagar la casa donde vive su cliente y como mi hija se va a divorciar de él, voy a demandar para recuperar mi inversión. Eso no es posible. Muy posible. Tango todo los comprobando de pago. Don Fernando, mi abogado, ya tiempo para dar la demanda. Don Fernando sonho y levantó un folder lleno de documento. Diga a Roberto que tiene 24 horas para desalojar la casa. Después de eso, procederemos legalmente. Senor Hernández, ¿esto puede arreglar? No. Licenciado, esto ya no se arregla. Su cliente tuvo oportunidad de hacer lo correcto. Eligió el camino difícil. ¿Qué quiere que hagamos? Rien. No quiero que hagan nada. Solo que se preparen para las consecuencias. Colgué el teléfono y miré a mi hijo. Bien. Esa era la última pieza del rompecabezas. ¿Qué pieza? Preguntó Miguel. Roberto tratando de proceder con su plan sin saber que nosotros ya sabíamos todo. Carmen me miró con admiración. Papá, ¿todo esto lo planeaste desde el principio? No, Carmen. Al principio solo quería darle una lección sobre las consecuencias. Pero cuando descubrí la manipulación de Roberto, decidí que merecía algo más que una lección. ¿Qué más merece? Justicia completa. Don Fernando no pasó los últimos documentos para firmar. Con esto, Roberto pierde todo derecho sobre la casa. Carmen recupera su parte de la herencia y usted tiene protección legal completa contra cualquier demanda falsa. Salimos de la oficina de don Fernando sintiéndonos como una familia. Otra vez, Carmen se colgó de mi brazo mientras caminábamos hacia la camioneta. Papá, ¿cómo sabía que todo iba a salir así? No él lo sabía, mi hija, pero sabía que si hacía lo correcto, las cosas se iban a acomodar. ¿Y qué pasó con la donación al asilo? Esa donación se van a hacer igual, pero con dinero de Roberto. ¿Cómo? Cuando vendamos la casa que él va a perder, parte de ese dinero va para el asilo, para que otro abuelo no pasen por lo que yo pasé. 3 meses después, Roberto había perdido la casa. Había sido demandado por USO no autorizado de tarjeta de crédito y había tenido que pagar una multa por falsa acusación. Carmen consiguió trabajo como maestra y empezó a estudiar una maestría los fines de semana. Miguel y yo nos hicimos más cercano que nunca y todos los domingos, como prometimos, cocinamos juntos recordando a Esperanza. ¿Sabe qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana. Que la familia no es quien comparte sangre, sino quien comparte mesa y que nunca está para enseñar a la gente cómo tratarte. Mi venganza no fue perfecta porque fura cruel, fue perfecta porque fue justa. Y es por eso que ahora duermo tranquilo todas las noches. Entonces me dice, ¿qué habría hecho tú en mi lugar? Y comparte esta historia con quien necesite escuchar, que los abuelos también tenemos dignidad. Comenta de qué ciudad me está escuchando, porque esta historia necesita un lugar a todos los rincones del mundo. No,